Directement à Serge. Pardon? Alors, est-ce que vous entendez bien à distance? Et je Oui. demande à ceux qui sont à distance de fermer le micro pour éviter les interférences. Donc, Sergio, c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Okay. Je vais activer mon micro ici. OK. OK. Bon, bonjour à tous et à toutes, surtout ceux qui sont en présentiel et en distanciel. Bon, je suis très content d'être ici parmi vous. Je voudrais aussi tout d'abord remercier Claudia, Michel, Emma, Pablo pour l'invitation pour participer de cette séance et pour faire des échanges avec Carmen. Donc, je crois que c'est très, très intéressant de parler un petit peu sur ça. Non? Donc, je vais essayer de montrer à vous quelques éléments pour le processus de financiarisation et accaparement de terres au Brésil aujourd'hui. Pour penser, comme a dit Pablo, en perspective historique quand même, comment des choses comme ça sont passées au Brésil. Donc, j'ai préparé une présentation un petit peu plus large, adaptée et actualisée de notre présentation que j'ai faite ici même à Paris avant. Donc, je suis très content aussi d'être avec Hervé Théry, avec qui je dialogue beaucoup sur ce thème de l'accaparement du territoire, etc., et du rural quand même. Donc, je vais partager avec vous quelques préoccupations à partir de trois axes surtout. Cette dynamique de la financiarisation de la terre et du marché de terre au Brésil, le processus d'expansion de l'agrobusiness et, bon, et tous les moteurs d'expansion avec des frontières agricoles, la valorisation du prix de la terre, et à la fin du processus de financiarisation et accaparement de terres proprement dit, quel impact au Brésil aujourd'hui. Donc, je vais passer mes diapos ici. Je pense, bon, c'est bon là. Bon, on peut penser ce thème de la dynamique foncière qu'au Brésil, quand même, les derniers recensements agricoles montrent bien un fort processus de concentration de la terre au Brésil. Ça veut dire que 1% des exploitations brésiliennes touchent quand même la moitié du territoire rural. C'est quand même une concentration assez très forte, surtout quand on compare dans les pays latino-américains. Donc, le Brésil, quand même, est aujourd'hui un cas très préoccupant de concentration pour l'accès à la terre, surtout à partir des agriculteurs familiales, des paysans, etc. Donc, c'est pour ça que je viens de penser quelques éléments qu'on peut discuter sur ce thème de la dynamique foncière. Bon, on peut penser quand même de la réforme agraire, processus de réconcentration de la terre, du changement démographique, de nouvelles configurations régionales, et aussi les droits pour la terre, et quand même les processus de résistance from Mais aujourd'hui, je vais discuter un petit peu la dimension de la financiarisation et de l'accaparement de terre au Brésil. C'est pour ça que je pense que ce thème-là, on peut penser quand même quelques points fondamentaux. La corrélation entre la variation du prix des commodities et des terres, ça veut dire la financiarisation de l'agriculture et des terres, la continuité de cette valorisation même après les chutes de prix des commodities, ça veut dire à partir de la moitié des décennies dernières. Et comment on peut expliquer ça? Les changements de style de financement de l'agriculture entre les années 60 et les années 2000, et aussi on peut penser les changements de cadre juridique affectant les marchés de terre, parce que la terre quand même, il y a quand même des gens qui on va dire que la terre c'est unique. Il est quand même réglé par des dispositifs légal aussi national
Donc, c'est important pour voir cette dimension de la participation de l'État dans ce processus d'organisation du marché de terre. Quand même, une nouvelle sorte d'actifs financiers au niveau international est spécialisé en terre, forêt et commodities. Ça veut dire que c'est un phénomène très, très récent quand même. Et l'augmentation de la participation des investissements directs étrangers sur les activités tirées vers les secteurs primaires, dont l'agriculture, bien sûr. Mais il y a quand même, d'une façon plus récente, un processus de numérisation de la propriété foncière au Brésil, un nouveau système d'enregistrement du terre là-bas. Je parle surtout à partir du cadastre de l'environnement rural, ça veut dire en portugais cadastre ambiental rural, qui est en train d'élargir sa dimension de l'application de la numérisation de la propriété foncière au Brésil aujourd'hui. Mais on peut penser encore un processus de régularisation foncière et réconcentration de terres, surtout à partir d'une ouverture au capital financier national et international. Et aussi le démantèlement des politiques agraires et environnementaux, surtout après 2016 et encore après les gouvernements Bolsonaro, ça veut dire après 2019. Donc, on peut penser pour ça quelques éléments, quelques inspirations théoriques classiques. On peut penser à Marx quand même pour discuter du processus d'accumulation primitive et quand même à David Harvey dans le processus d'accumulation pour dispossession. Non? On peut penser à la dimension du capital fictice, de la rente foncière, surtout à partir de la disposition de Marx, à partir de la rente absolue de la terre. Mais on peut penser à Polanyi quand même pour faire quelques éléments pour diagnostiquer la spécificité de sa dimension terre, de la dimension monnaie, de la dimension travail, et la place de la terre dans le processus de régulation du marché d'une façon plus élargie du terme. Et on peut penser à un économiste brésilien qui, à mon avis, est très mal traité par la littérature spécialisée parce qu'elle n'écrivait pas en anglais. C'est Ignacio Rangel, qui a publié plusieurs articles et bouquins dans les années 60, 70 et 80 au Brésil sur ce thème de la question agraire, et qui va élaborer la quatrième rente foncière, la quatrième rente de la terre. Ça veut dire la dimension et la capacité de la terre de faire la valorisation financière. Non seulement pas la dimension de la rente ricardienne, ça veut dire la rente type 1 et 2, la rente absolue de Marx, mais aussi la dimension de la valorisation financière de la terre. La terre presque un actif financier. Donc, Rangel a écrit tout ça dans les années 60, 70, et après, David Harvey, un autre chemin, a écrit aussi sur cette dimension en reportant Marx sur la dimension du capital fictice. Donc, on peut penser d'une dimension, une compréhension plus élargie de la rente foncière, y compris la quatrième rente, la terre comme objet des investissements financiers au-delà des investissements productifs proprement dit, les processus d'accumulation par dispossession et ses impacts au niveau local, cette nouvelle étape de la globalisation financière et l'impact des endettements des pays en développement sur les marchés de terre, et aussi la deuxième partie des années 2000, à partir des crises financières, alimentaires, environnementales et de l'énergie, et comme tout ça a changé le processus de financiarisation de la terre, en particulier au Brésil.
Donc, il y a quand même des bouquins comme de Guilherme Delgado, Capital financier et agriculture au Brésil, publiés dans les années 85. Et plus récent, c'est les bouquins de Madeleine Fairbairn, Fields of Gold, hein, qui a fait un fort effort de penser cette dimension du financier et de la terre à partir de quelques situations en particulier, dont le Brésil, mais aussi Mozambique, mais aussi les États-Unis, tout ça. Donc, c'est pour ça que je récupère là, mais je voudrais quand même faire la référence, par exemple, à les bouquins de Gérard Chouki, qui va travailler surtout sa dimension de production grabbing, au-delà de land grabbing, green grabbing et water grabbing, la dimension de production grabbing. Et aussi les travaux de Warden Unsio et Antoine qui ont fait des efforts pour penser la dimension accaparement, financiarisation du terre, surtout dans quelques pays en Afrique quand même. Donc, l'organisation gouvernementale GREN a fait quelques efforts pour penser tout ça. Par exemple, cette figure montre très bien ce mouvement de penser la numérisation de la terre, quand même pour utiliser de nouvelles technologies, mais pour faire la légalisation du processus de dispute numérique pour la terre. Ça veut dire ça que se passe maintenant avec l'écart au Brésil dans la dimension environnementale. Donc, il y a quand même des disputes, par exemple, des propriétaires de terre qui va faire l'occupation numérique du territoire, des terres indigènes, par exemple, des réserves forestières. Donc, c'est quand même des choses nouvelles du point de vue de la discussion du territoire au milieu rural brésilien. Donc, je vais passer un peu vite, mais je voudrais regarder, par exemple, cette carte qui a produit par Grain à la fin de l'année 2020, je pense, pour montrer quelques situations latino-américaines dans les Mato Piba au Brésil, ça veut dire en Maranhão, Tocantins, Piauí et Bahia, pour montrer ce processus de valorisation de la terre à partir des fonds d'investissement présents dans les territoires. Je vais faire un petit zoom pour montrer à vous, par exemple, la présence de plusieurs fonds d'investissement, des fonds de pension dans les processus de spéculation de la terre au Mato Piba, au Brésil, surtout à l'ouest de l'état de Bahia. On peut montrer que c'est la région de forte expansion du soja. Donc, c'est pour ça que je voudrais allier la deuxième partie de mon exposé ici, l'expansion de l'agrobusiness au Brésil, par exemple, et je vais retenir à cause du temps seulement sur le cas du soja, parce qu'il y a une grosse expansion, surtout en direction à la région nord-est du pays et à la région nord du pays. On peut voir dans ces jeux de cartes qu'à l'année 90, il y a quand même la concentration de la production du soja à la région sud du pays, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Mais à partir de ça, surtout à partir des années 80-90, Mato Grosso, par exemple, la région centre-ouest, est complètement changée son landscape. Et on peut voir quand même, à partir des années 2010 et 2020, l'expansion vers le nord-est brésilien. Ça veut dire les biomes cerrados, hein, qui, bon, maintenant, c'est la carte avec la production du soja. On peut voir quand même dans la carte 2018 cette production très élargie au Brésil quand même. Et c'est pour ça que l'État va changer sa façon de participer au processus de financement de la production
agricole au Brésil, surtout de la production tirée à l'exportation, soja, canne-à-sucre et tout ça. Donc, on peut penser la création de nouveaux instruments financiers pour l'agriculture dans les années 90, mais à partir de ça, il y a quand même un processus très intéressant de fideicomissos et pour des siembres en Argentine à la fin des années 90 et au début des années 2000. Et au Brésil, on va faire des nouveaux efforts pour penser la création de nouveaux titres quand même de l'agrobusiness dans les années 2003-2004, ça veut dire le gouvernement Lula, hein, qui on va créer les titres de l'agrobusiness. Il y a quand même 5 ou 6 particularités qu'on peut discuter après dans les débats. Mais au Brésil, je voudrais mettre l'attention sur cette dimension des instruments que l'État a posés pour faire la financiarisation de l'agriculture et aussi de la terre. Hein. Au début des années 90, les titres du produit rural, ça veut dire les CPR, cédula do produto rural, hein, qui a été transformé en dimension financière à partir de l'année 2000. Et après les titres de l'agrobusiness que je viens de parler, mais aussi maintenant, l'année dernière et l'année avant-dernière, dans le gouvernement Bolsonaro, bien sûr, on va voir la création d'une nouvelle loi, la loi de l'agro, hein, qui va gérer une nouvelle CPR, ça veut dire un nouveau titre immobilier rural qui fait ce processus de financiarisation de la propriété quand même. Et dans ce moment-là, et surtout à partir de la création des FIAGRO en mars de l'année dernière, on peut faire la commercialisation dans les marchés financiers d'une partie de la propriété de la terre au niveau international. Donc, pour nous, ça change beaucoup parce qu'il ne s'agit pas de penser, par exemple, la balance du commerce agricole, mais aussi pour penser la balance du service financier ouvert à partir de ce mouvement d'attraction de nouveaux investissements dans la terre brésilienne. Bon, c'est très récent ça, et c'est pour ça que je voudrais mettre l'attention ici, parce que la critique que Michael Levin fait à David Harvey, c'est justement ça. Il faut penser dans les processus d'accumulation pour dispossession dans la figure de l'État. Je crois que Saskia Sassen, dans son bouquin sur l'expulsion, il y a un chapitre dédié surtout à la dimension foncière, au marché global des terres, s'appelle le chapitre de Saskia Sassen, va montrer tout ça. Il faut penser l'État, la participation de l'État dans le processus d'accumulation par dispossession dans les territoires très concrets au niveau des pays comme dans notre cas aujourd'hui, le Brésil. Donc, je vais avancer parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais cette publication des graines, de nouveau, va... 10 minutes 8. Bon, ça montre très bien cette transformation de la dimension réelle de la Terre en la dimension financière de la Terre. Ça veut dire la création du que s'appelle en anglais du REIT, un processus de créer des instruments de faciliter la transformation du patrimoine réel en une dimension spéculative financière. Donc, je vais passer très vite, mais les soja, par exemple, on peut voir très bien dans ce graphique-là, elle touche presque la moitié du financement agricole pour l'agriculture brésilienne aujourd'hui. Dans quelques États, par exemple, à Mato Grosso, c'est quand même 70%.
Donc, il y a une concentration des ressources financières brésiliennes tirées à le financement à l'agriculture, concentrées dans quelques produits comme le soja, par exemple. Bon, comment on va penser la dimension de la production de la manioc pour l'agriculture familiale qui est basée au nord-est? Donc, c'est pour ça que je voudrais prendre l'attention sur cette dimension. J'avance sur la troisième dimension de mon exposé, c'est justement cette dimension de landgrabbing. Je vais passer très vite parce que j'imagine que tout le monde ici a une connaissance de la dimension de l'accaparement du terre. Ça veut dire l'interconnexion des investissements de capital étrangers et nationaux dans le secteur agricole, hors le secteur agricole, etc. Surtout à partir des fonds d'investissement, des fonds de pension, pour montrer à vous tous cette explosion des titres, des investissements, des fonds des investissements au niveau global, sont des données des Valor Advisors, qui montrent très bien qu'en 2005, nous avons quand même 41 fonds des investissements qui, bon, sont spécialisés dans la dimension rurale, ressources naturelles, tout ça. Et maintenant, en 2020, nous sommes quand même 609 fonds au niveau international basés sur cette dimension, surtout à partir de quelques formules, par exemple, private equity, venture capital, etc., etc. Donc, on va tourner un petit peu d'une façon plus avancée la dimension financière de la Terre comme une attraction pour des investissements et des capital international. Donc, les fonds de pension, par exemple. Notre publication qui est grand à faire en 2018, je pense, qui va montrer très bien la capacité des fonds de pension de faire des accumulations pour, par exemple, la dimension des fonds de pension des professeurs universitaires aux États-Unis. On peut voir cette carte on est là, on a une situation très élargie de l'application des fonds de pension au niveau global. Et dans quelques pays, comme le Brésil en particulier, on a une situation double. Ce sont des pays qui reçoivent les investissements à l'extérieur, mais aussi qui font des investissements en notre pays, surtout à l'Afrique et à l'Amérique centrale. Dans le Brésil, surtout à la production du soja, par exemple, il y a quand même des propriétaires qui ont investi d'une façon très forte en Mozambique, en Angola, pour la production de canne à sucre, etc. Donc, cette connexion me semble très importante de montrer ici, mais surtout la participation des fonds de pension dans sa dimension de financiarisation de la terre. Je prends ici les TIAA-CREF, c'est un fonds de pension pour les profs universitaires aux États-Unis, qui a fait des grosses applications au Brésil 2012-2015, un total de 5 milliards de dollars quand même, c'est pas un détail quand même, pour faire une application surtout à partir de maïs, coton, soja et canne à sucre, surtout dans quelques provinces brésiliennes, mais aussi ça élargit quand même beaucoup à partir de 2018. Donc, on peut penser ici que les profs aux États-Unis ne savent pas que, surtout les retraités, que sa pension est basée sur un processus de spéculation avec la terre au Brésil et surtout avec l'expulsion. Et aí, je reviens à Saskia Sassen, par exemple, l'expulsion des paysans, par exemple, dans l'état de Piauí. Donc, on peut penser ici une nouvelle connexion urbaine-rurale qu'on ne peut pas imaginer quand même 20 ans avant, parce qu'on a quand même des situations très indistancielles. On met en connexion les profs retraités en New York et les paysans qui ont été objet d'une expulsion de terres pour la valorisation du titre de financement de fonds de pension au Piauí, au Maranhão, à Bahia. Donc,
C'est pour ça que je voudrais un petit peu discuter cette dimension, parce qu'on peut voir dans cette table, dans ce diagramme, par exemple, qu'il ne s'agit pas d'entreprises brésiliennes. L'organisation est surtout basée aux États-Unis. Ça veut dire cette dimension en rouge, le TIAA-CREF, qui a créé au Brésil, à cause de la prohibition de l'acquisition de la terre pour les étrangers à partir de 2010, a créé des entreprises nationaux, mais qui ne sont pas contrôlées pour les capitaux nationaux quand même. Hein. Donc, ça se passe de la même façon avec le fonds de pension de Harvard University, ça veut dire avec Harvard Management Company, qui fait la création en rouge de plusieurs entreprises basées à Bahia, par exemple, hein, qui a fait des acquisitions massives de terres là-bas, mais qui est contrôlée surtout à partir des entreprises américaines, Marble et Famous, hein, qui va faire ce mouvement de transfert du revenu des exportations basées au Brésil pour la valorisation du titre de pension du prof aux États-Unis, en particulier à Harvard University. Hein. Donc, on peut voir dans notre recherche qui, bon, je suis en train de finaliser là-bas maintenant, on a monté un cadre de plus de 245 entreprises qui contrôlent aujourd'hui des terres au Brésil, entre 9 et 11 millions d'hectares quand même, ça veut dire c'est 3 fois plus que les cadastres officiels de l'Institut national de colonisation et réforme agraire. Hein. C'est, par exemple, le cas de l'ouest du Bahia, on est quand même 50 entreprises, 14 pays, dont les États-Unis quand même, et surtout la production du soja. Donc, on peut penser dans les cas français. Hein. Il y a quand même des groupes français qui maintenant contrôlent des terres au Brésil. Hein. On peut penser, par exemple, à Louis Dreyfus, hein. On peut penser à Sartène. Hein. Donc, il n'y a pas beaucoup de situations françaises quand même, mais il y a. Hein. Donc, pour contrôler quelle chaîne de production agricole et forestière au Brésil aujourd'hui. Bon, je vais finaliser. Hein. Je vais passer rapidement pour faire ma conclusion, justement pour montrer à vous ce processus de valorisation excessive de la terre au Brésil. Entre, par exemple, 2001 et 2020, l'inflation au Brésil a été de 230%, mais la terre Pablo maintenant, avec quelques questions pour partager avec vous et avec Carmen, bien sûr. Hein. Bon, on peut penser quand même que le Brésil, c'est justement une situation où la dynamique des terres est complètement associée au processus de financiarisation et spéculation avec les actifs agraires. Hein. On peut penser quand même des nouveaux et des anciens acteurs au mouvement d'expansion spatiale de l'agribusiness, une nouvelle forme de contrôle, surtout des contrôles extérieurs au pays. Hein. On peut penser des nouveaux liens quand même entre des acteurs urbains et ruraux, médiés par les fonds d'investissement, par les fonds de pension. Maintenant, il y a quand même des nouvelles créations, des nouveaux conflits là-bas, surtout par exemple avec les étudiants de Harvard University, ont publié des manifestes contre la spéculation de la terre au Brésil. Hein. Donc, il y a quand même des situations comme ça qui sont nouvelles entre les conflits fonciers traditionnels. Hein. Donc, on peut penser quand même au nouveau contexte du capital financier à l'agriculture, une nouvelle sorte d'actifs et des acteurs étrangers qui sont y intéressés. Hein. Et on peut penser à la participation des États nationaux, qui tout à fait ne sont pas neutres, hein, en mélangeant des politiques de financement rural et des aménagements fonciers. Hein. Dans le cas brésilien, maintenant, c'est complètement compliqué parce qu'il y a quand même une situation très active de l'État
pour créer des instruments qui favorisent les processus de financiarisation, hein, surtout sous le gouvernement Bolsonaro maintenant. Il y a quand même, je viens de montrer très rapidement la valorisation du prix de la terre. Hein, et ça fait partie des stratégies des entreprises et surtout associées au prix des commodities parce qu'il y a une situation très associée entre les deux indicateurs là-bas. Et pour finir, hein, on peut penser comment on va discuter les processus de gouvernance de terre. Hein, comment on peut penser la responsabilité des impacts, surtout la dimension de la dépossession par exemple, des paysans, des peuples originaux, hein, au Brésil, dans quelques autres pays, bien sûr, hein, à cause des investissements de terre. Hein. J'imagine que les instruments menés pour la Banque mondiale et pour la FAO ne sont pas suffisants pour penser ça. Donc, la Banque mondiale a créé un investissement responsable. Hein. Donc, responsable de quoi exactement? Hein? C'est ça que je voudrais interroger ici, surtout pour faire la référence à la dimension paysanne, c'est une dimension à partir de 2018 reconnue comme un droit humain. Hein? Donc, à la fin de 2018, ONU, la ONU a reconnu très bien la dimension paysanne comme une dimension des droits humains. Donc, on peut penser qu'il faut critiquer quand même cette dimension très spéculative de la Terre. Bon, j'ai fini ici, je m'excuse pour le temps et je suis à disposition pour le débat. Merci beaucoup, Claudia, merci Pablo, Michel et Emma. Je crois qu'on a tous beaucoup de questions, mais on va passer directement à l'exposé de Carmen et après on aura un temps pour les questions et pour le débat. Alors Carmen, est-ce que tu peux... Bonjour à tous. Alors, je partage d'ici, Claudia. Est-ce que tu peux voir? Oui. Alors, bon, bonjour à tous. Et je remercie bien à Claudia et aussi à professeur Pablo Luna pour l'invitation pour participer dans le séminaire Foncière, Ville et Territoriale au Brésil. C'est un grand plaisir aussi de connaître le professeur Sérgio Pereira Leite. J'aimais beaucoup la présentation, j'ai appris beaucoup avec votre présentation. Je vais lire mon travail parce que je n'ai pas la fluence du professeur Sergio. Et alors, j'espère que vous comprenez mon travail. Alors, la couronne portugaise a adopté le système de Cismarias comme forme de distribution de terres dans certaines régions d'outre-mer, notamment en Amérique portugaise. Il s'agissait d'un statut de possession portugaise qui présupposait le don de terres contre la preuve de leur mise en culture. Après la culture, la surface de la terre devait être mesurée et finalement confirmée par les rois et enregistrée dans les chancelleries, ce qui donnait à son détenteur un droit de propriété partiel ou conditionnel. S'il n'était pas cultivé, les terres étaient rendues à la couronne et redistribuées à ceux qui pouvaient effectivement les rendre productives. Le système de Cismarias a été créé à la fin du XIVe siècle au Portugal en vue de résoudre... Carmen, je crois que Oui? vous avez oublié de passer les diapos. Non, en vérité, non. Bon. Hein? Ah, voilà, là c'est bon. Mais j'ai ici les points que je change.
Alors, a été créé à fin du XIVe siècle au Portugal en vue de résoudre la crise alimentaire du pays. L'objectif de la législation était d'empêcher que les terres restent incultes en imposant une obligation de bonne utilisation du sol. La première loi de Cismaria a été formulée le 28 mai 1395, sous le règne de Fernando I. Bien que cette loi soit née pour résoudre un problème conjoncturel et spécifique, la loi de Cismarias a connu 4 édictions successives. Son énoncé de base a maintenu les objectifs initiaux de rendre productives les terres non cultivées, avec l'intention première de résoudre le problème de l'approvisionnement. Ainsi, tous ceux qui possédaient des terres, mais qui ne les cultivaient pas, étaient obligés de les labourer. Si le détenteur de la terre n'est pas en mesure de la labourer, il devait la louer ou la faire produire par quelqu'un d'autre, sous peine de voir ces terres reprises par les organismes responsables et redistribuées à ceux qui pouvaient les cultiver. Cependant, la loi de 1395 a été aumentée par un énorme appendice dans les ordonnances afoncines. Dans les ordonnances manuélines, le libellé de ces 2 corps juridiques précédents a été réécrit sans modification. Seuls les articles qui étaient auparavant séparés ont été combinés, puis fidèlement reproduits dans les ordonnances philippines. La mise en œuvre de la législation sesmariale à Portugal, lorsqu'elle est examinée dans le cadre des changements économiques, sociaux et politiques de l'époque, a généré un ensemble complexe de problèmes liés à la propriété foncière, puisque la terre était la principale source de valeur ajoutée. Plusieurs types de conflits ont été causés par cette mise en œuvre. Le premier type de conflit est né de l'origine même de la loi, la dénonciation des terres incultes. Une deuxième série de problèmes concerne le contrôle social du travail. Une troisième série de problèmes a été induite par l'absence de définition dans la désignation et l'exercice de fonctions. Ici, on peut voir sur la carte que les Sesmarias est un phénomène atlantique. Il n'y a pas dans l'Empire portugais à l'Asie, seulement dans l'Atlantique. Et bien sûr que le Brésil, c'est la région qui avait le plus grand nombre de Sesmarias. Dans la colonie portugaise d'Amérique, l'intention législative de promouvoir la culture des terres était liée à la nécessité de coloniser le nouveau monde découvert. La mise en œuvre du système de Sesmarias signifiait donc qu'il appartenait à la couronne portugaise de donner des terres aux demandeurs, à condition qu'ils soient en mesure de respecter l'exigence de les mettre en valeur, en plus de mesurer et de délimiter les terres données. Au Brésil, les tentatives de la couronne pour régulariser le système de Sesmarias se sont heurtées à plusieurs difficultés dans l'inspection de terres, dont le manque de personnel spécialisé pour l'inspection et les dimensions continentales de l'espace colonial, ainsi que l'hostilité de la population, en particulier les grands propriétaires terriens. Pour le cas colonial, la principale caractéristique de l'établissement de Sesmarias est qu'il a confirmé la possibilité de légitimer la possession par la mise en exploitation de la terre. Certainement, le point le plus important de cette législation. De nombreux habitants de la colonie ont d'abord labouré leur culture et en se servant de l'argument de la terre cultivée, principe de base de la loi sur les Sesmarias, ont demandé une charte de Sesmaria pour la surface labourée lorsque cela leur convenait. De cette manière, la possession en tant que mise en exploitation était légitimée, dans le sens où elle corroborait les principes de base du droit de Sesmaria. La tradition de la possession issue du droit commun européen, et il a également contribué dans laquelle la primauté de l'occupation d'un terrain était l'argument légitime de la possession.
Après tout, l'objectif était de s'installer et de cultiver la terre, et s'il n'y avait pas d'autres obstacles à l'autre de la terre, les rois fournissaient un document officiel de possession. Cependant, malgré la clarté de la législation sesmariale, la loi a souvent été réinterprétée en fonction des spécificités de ceux qui vivaient la réalité coloniale, intégrant également les intérêts de ceux qui étaient enracinés dans l'Amérique portugaise. La question principale tournait toujours autour de la question du domaine utile, quand on avait que la possession, et du domaine direct, dans lequel le seigneur aurait le droit sur la terre, y compris la possibilité de transférer ce domaine. La mise en œuvre de Sesmaria au Brésil allait soulever une série de problèmes et présenter de nouvelles situations que la bureaucratie coloniale avait souvent du mal à résoudre. Comme la terre coloniale était présentée comme la grande possibilité d'enrichissement, mais surtout comme une garantie de prestige social, le fait d'en prendre possession, c'est-à-dire de devenir un seigneur foncier, était le désir d'une grande partie de la population. Il y a quelques années, j'ai élaboré le concept de seigneurie coloniale, précisément sur la base des plantes qui seront analysées dans les sujets suivants. La seigneurie coloniale est le phénomène par lequel un sesmeiro attribue des compétences pour lesquelles il n'avait aucune autorité. Il s'agit du seigneur possédant de grandes portions de terre appartenant à un même individu ou à une même famille, et qui se constitue dans le processus de colonisation du Brésil dès le début, car certains colonisateurs de ces surfaces très importantes de terre dans les capitaineries de Bahia et de Pernambuco, sur lesquelles la culture de la canne à sucre devait commencer et des relations sociales de dépendance devaient être établies, surtout en tant qu'esclaves. La seigneurie coloniale ne peut être considérée comme identique au concept de seigneurie médiévale qui existait au Portugal, car dans ce dernier cas, les seigneurs possédaient un degré d'autorité plus élevé qui permettait même d'appliquer une juridiction spécifique à ces possessions foncières. Cependant, dans le cas de la seigneurie coloniale, l'autorité exercée par les sesmeiros, sachant que la plupart de ces seigneuries ont été conçues par des concessions de sesmarias, était le résultat d'une relation sociale reconnue entre les intéressés. On peut observer un haut degré de violence dans la manière dont ces seigneurs ont conquis ce qui allait devenir leurs alliés et, par conséquent, ce qu'ils ont soumis et qui sont devenus leurs ennemis. Cette accentuation de la violence de la part du propriétaire a conduit à la transformation de la seigneurie coloniale en une autre catégorie appelée territoire de commandement. À propos des espaces reconnus comme des territoires de commandement, l'auteur qui a élaboré ce concept, Célia Nonata da Silva, a écrit qu'il s'agissait de zones dans lesquelles un haut degré de violence était observé entre les agents qui entreprenaient une telle espèce et ceux qui étaient soumis à l'autorité de ces agents. L'utilisation de la violence dans les territoires de commandement n'a cependant pas été faite de manière irrationnelle. Célia Nonata, comme cela a été dit précédemment, a souligné dans ses études que la violence dans ces espaces était le principal moyen de différenciation sociale entre les individus habitant les territoires de commandement. Dans la seigneurie coloniale, il n'y avait surtout la coercion des populations situées sur ou à proximité de leurs terres. Les cas étudiés présentent de nombreuses plaintes depuis près de 100 ans concernant l'exercice de pression et de contraintes sur divers individus tels que des agriculteurs et des habitants, les obligeant à payer des rentes annuelles qui parfois n'avaient pas à être convenues. Nous allons en discuter maintenant.
La couronne portugaise, après la période philippine, entame le processus de restauration et, avec l'expulsion des Hollandais du Brésil, poursuit son expansionnisme territorial, progressant dans la conquête du territoire. Au cours de cette période, d'innombrables sesmarias ont été accordées aux principaux conquistadors qui ont pénétré dans l'arrière-pays, finançant souvent leurs propres expéditions au prix de leur financement, rassemblant des groupes d'alliés indigènes et affrontant des peuples indigènes considérés comme ennemis au prix de leur vie. Bien que la couronne ait déjà exigé depuis 1664 que les terres données en Sesmaria fassent l'objet d'une vérification, obligeant à nommer des juges pour procéder à la démarcation, à la mesure et à la mise en valeur des terres, cette disposition a souvent été reportée sous prétexte que l'arrière-pays, les sertões, était très vaste et qu'il était très difficile de se conformer à de telles procédures. Encore, à cette époque, les autorités coloniales qui accordaient les sesmarias au Brésil, principalement les gouverneurs de Bahia et de Pernambuco, ne se préoccupaient pas de l'extension de sesmarias, car la législation ne fixait aucune limite. Par conséquent, des sesmarias ont été accordées pour 50, 100, 200 lieues. Dans une enquête réalisée par le juge Sebastião Cardoso de Sampaio, il a affirmé que dans la capitainerie de Bahia, pratiquement toutes les terres avaient déjà été concédées. Le ministre a fait valoir le fait qu'une répartition extrêmement inégale de terres il avait été effectuée. Il a également affirmé que les limites de sesmarias étaient très vagues et imprécises, utilisant essentiellement des repères géographiques tels que des rivières, des pierres et des arbres fruitiers. Face à une telle immensité de terres, il était prévisible que d'autres personnes puissent les occuper sans même savoir que ces terres avaient été concédées à deux autres avant nous. Non, ici. Ce n'est que dans les années 1690, sous le règne de Pedro II, que des ordonnances royales spécifiques ont été émises pour combler les lacunes de la législation. La plus importante étant l'établissement d'une limitation maximale par personne de 3 lieues sur une largeur dans les zones d'agriculture et d'élevage et d'une demi-lieue en carré pour les zones minières avec l'ordonnance royale de 1697. Depuis lors, cette loi fut effectivement respectée, bien qu'il y ait encore quelques cas de sesmarias plus entendus. Mais somme toute, la réalité montre qu'il y a une réduction drastique des normes sesmarias. Cependant, ces sesmarias précédemment données seront encore une source de conflit pendant des décennies tout au long du XVIIIe siècle. Maintenant, je présente une table avec les grands sesmeiros. Ici, c'est un de la famille que j'étudie, Ávila, os Ávilas, et aussi Guedes de Brito. Et ici, on peut voir la taille des terres qui sont données avant la loi de 1697. Non? Et ici, c'est la continuation. Et exactement, l'unique sesmaria donnée après les lois, elle est exactement comme la loi dit, que c'est 3 ligues et par an de largure. Alors, ici, on va voir les pétitions. Et aujourd'hui, je travaille avec la Vila da Mocha, que c'est Oeiras aujourd'hui, au Piauí. Mais j'ai des plaintes des autres villes ici à Bahia. Dans les années 1730 et 1740, plusieurs pétitions au nom des habitants et cultivateurs parviennent à Lisbonne.
Ces pétitions ont été faites par les conseils municipaux des villages de Mocha, Jacobina et Rio de Contas. Il exige également des pétitions individuelles envoyées au tribunal de Lisbonne et des enquêtes par la suite, et cet ensemble de documents peut être trouvé à l'archive historique ultramarino. Malheureusement, l'existence de procédures judiciaires impliquant la question agraire est rare. Les principales plaintes contenues dans cette documentation concernaient le fait que les familles Guedes de Brito et Ávila, deux des plus importantes dans le processus de conquête des sertões, forçaient la perception de rente en alléguant que ces cultivateurs étaient établis sur des terres censées leur appartenir. La plainte la plus grave est sans doute la procédure qui a été engagée devant la Cour d'appel de Bahia, qui a été jugée par contumace par les agriculteurs qui n'étaient même pas au courant de comparution devant le tribunal, puisque la procédure en était encore à la première instance, que la Cour d'appel serait une troisième instance et qu'il fallait encore d'abord passer par le médiateur. Il convient de rappeler que les membres de ces familles faisaient partie du petit cercle do pouvoir a Salvador de Bahia, circulant parmi les autorités politiques et administratives, mais aussi dans le système judiciaire. On sait même que lors d'une autre pétition du Conseil municipal de Jacobina, en 1770, c'est-à-dire près de 40 ans après la première, ils se sont plaints du verdict rendu par la Cour et le roi lui-même a ordonné l'annulation de la sentence en 1737, car il était entendu par le roi et son conseil que les terres devaient être concédées à ceux qui les cultivaient effectivement. Cette action judiciaire a été portée devant la Chambre de requête de Bahia et même possível la documentation correspondante dans les archives de Torre do Tombo à Lisbonne. La perception de rente par ces familles s'inscrivait dans deux stratégies parallèles. La première était la tentative d'expulser les agriculteurs, voyous, qui pouvaient menacer la possession de leurs terres. La seconde était d'obtenir des bénéfices sur ces agriculteurs en alléguant que les terres qu'ils occupaient étaient leurs. La possibilité de trouver des minéraux avait suscité l'inquiétude des familles puissantes qui ne voulaient pas évidemment partager leurs gains avec les simples agriculteurs. D'où la nécessité de demander des terres entendues pour permettre la découverte des minéraux ou même d'alléguer que certaines terres leur appartenaient, même si on n'était pas sûr. Les cultivaires ont argumenté dans les pétitions envoyées qu'ils ont occupé ces terres parce qu'elles étaient inoccupées et que par conséquent, ils étaient de fait les premiers propriétaires de ces zones contestées. Ils payaient même des dîmes au trésor royal, ce qui signifie qu'ils étaient reconnus par le fisc et que la perception des loyers par les familles puissantes était une double charge financière qu'ils ne pouvaient assumer. Les agriculteurs ont également fait valoir que la couronne devrait nommer un juge désintéressé, c'est-à-dire impartial, pour enquêter sur les titres fantastiques, car ils avaient des doutes sur le fait que ces familles soient vraiment les propriétaires de toutes ces vastes terres, démontrant de cette manière qu'ils pouvaient être considérés comme des intrus. Ils ont ajouté que même si ces familles avaient reçu les chartes de Cismaria comme le prétendaient, celles-ci étaient périmées puisque les terres n'avaient pas été exploitées, puisque les cultivateurs prétendaient en être les premiers occupants et exploitants. Dans la perception des cultivateurs, il est le véritable possesseur du fait qu'ils les avaient occupés en première et qu'ils en profitaient depuis. Même si le cultivateur n'est pas le titre de Cismaria, il avait un droit qu'il considère légitime sur la possession de la terre selon leur compréhension parce qu'il la cultivait. Ce droit était un produit social historique dans la colonie et qu'il était même corroboré par la couronne,
malgré les problèmes juridiques résultant des affrontements avec les grands seigneurs coloniaux. Ainsi, dans les querelles d'arguments et de faits, la vision de droite est présentée ici comme un champ symbolique dans lequel se construisaient des pratiques discursives ainsi que des dispositifs de pouvoir. La couronne finit par accepter la vision des cultivateurs et l'octobre 1753, il promulguait une ordonnance royale que nous pouvons considérer comme révolutionnaire. Elle annule les gigantesques sesmarias données précédemment et mentionne explicitement les noms des plus grands seigneurs foncières, Francisco Dias Ávila, Francisco Barbosa Leão, Bernardo Pereira Gago, Domingos Afonso Sertão, Francisco de Souza Fagundes, Antônio Guedes de Brito et Bernardo Vieira. L'effet de cette ordonnance royale est encore à l'étude. Cependant, ce que l'on peut affirmer catégoriquement, c'est que pour le cas de la région de Mocha, capitanie de Piauí, plusieurs enquêtes ont été réalisées et de fait, les terres ont été redistribuées. Bien qu'il y ait eu de grandes fermes situées dans 4 paroisses, il a été possible de trouver dans le total de 718 registres, parmi les fermes, les ranchs et les petites fermes, 22 cultivateurs enregistrés dans l'enquête, avec 20 cultivateurs, soit un homme noir et 2 femmes noires affranchies, avec des lettres de manumission. Il convient de noter qu'il est très rare de trouver une mention de la couleur des personnes dans les documents relatifs à la question foncière. Par conséquent, dans le cas de la capitanie de Piauí, on sait qu'il a eu reconnaissance de la propriété de ces cultivateurs. On ne sait pas si tous les cultivateurs de la pétition envoyée par cette région ont été pris en compte, mais nous savons au moins que ces 20 personnes ont été reconnues par les autorités coloniales. Malheureusement, pour les capitaneries de Pernambuco et de Bahia, nous n'avons pas encore trouvé de documents permettant de vérifier s'il y a eu des enquêtes et des reconnaissances des cultivateurs de ces régions. Alors, c'est la petite contribution que j'amène pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, Carmen, merci beaucoup pour cette présentation qui donne un arrière-plan historique important, surtout pour ceux qui ne connaissent pas le cas brésilien ou les cas de l'Empire portugais. Donc, on peut commencer le débat. Donc, Pablo, je ne sais pas si vous aviez entendu tout à l'heure, parce qu'il était loin du micro. Donc, Pablo suggérait que les dialogues s'installent d'abord entre vous deux, donc les deux communicants. Donc, Serge et Carmen, si vous avez des questions, des commentaires à faire les uns sur les présentations des autres, je pense qu'il y a pas mal de points qu'on pourrait relier dans les deux communications, malgré l'écart temporel des sujets traités. Je peux commencer là? Oui, on commence? Oui, on commence? Ah. Non, bon, je ne suis pas historien quand même, mais je voudrais remarquer quelques liens entre cette dimension historique du processus de usage de la terre au Brésil et maintenant les dimensions plus actuelles de financiarisation. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié la proposition de cette table ronde, pour penser cette dimension d'une perspective historique plus large et pour discuter un petit peu ce que signifie exactement les accaparements de terre. Ça veut dire les land grabbing. Ce n'est pas quelque chose de nouvel quand même. Nous avons au Brésil quand même vu ça dans les années 70 avec les investissements japonais
ao Cerrados, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, etc., Bahia, qui vont faire basicamente l'appropriation de terres pour la production de soja à partir du capital japonais. Hein. Ça veut dire les années 70. On peut penser à partir de l'exposé de Carmen qu'il y a quelques dimensions plus structurales qui fournissent quelques continuités du processus et de l'importance de penser la Terre aujourd'hui. Hein. À partir de l'exposé de Carmen, je pense surtout la dimension du processus de concentration foncière. Hein. C'est, bon, on n'est pas vaincu cette dimension, cette étape-là au Brésil. On n'est pas fait la réforme agraire quand même. Hein. Au-delà des initiatives, des assentamentos, tout ça. Hein. Mais on peut penser aussi les processus d'enregistrement de la terre. Hein. Ça veut dire des instruments précis pour faire les enregistrements depuis sa dimension historique, cartoriale dans quelques termes, et maintenant comment ça change beaucoup à partir de la numérisation du processus. Bon, et aussi, Carmen a fait une remarque très importante. Ça veut dire la dimension du droit, hein. Ça veut dire la dimension légale du processus et qui traduit quand même une façon d'intervention de l'État, hein, pendant la période historique que Carmen a traité très bien ici aujourd'hui, hein, mais maintenant. Hein. Donc, on peut penser que le fonctionnement du marché de terre, ce n'est pas quelque chose autonome, hein, du mouvement d'organisation, construction des appareils, des instruments de l'État au Brésil. Hein. Bon, ce qui stimule la pensée à chaude quand même, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui en relation à cette perspective historique. Hein. Moi, je pense surtout pas nécessairement sur la dimension des investissements étrangers, parce qu'il y avait quand même des investissements portugais dans ce moment-là et après. Hein. Mais surtout cette dimension de que la terre, ce n'est pas quelque chose immobilisé quand même. Hein. On est sorti d'une dimension réelle de la propriété foncière pour une dimension fictice, une dimension de la valorisation, pas nécessairement associée à la dimension réelle. Et je pense que c'est nouveau quand même le fait que les investisseurs internationaux ont même acheté la terre. Parce que depuis la fin du 19e et surtout au début du 20e, il y avait quand même plusieurs investissements internationaux au Brésil dans le domaine rural, hein, dans le domaine tiré à l'agriculture, mais surtout à la dimension avant et après la production agricole. Mais à partir des années 90, surtout, on a quand même une croissance très, très élargie des investissements qui achètent la terre, proprement dit. Hein. Pas seulement des investisseurs des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie, mais surtout des investisseurs latino-américains. Hein. On peut penser ici dans des entreprises qu'on appelle translatinas, hein. Surtout à partir des capitales de l'Argentine, par exemple, hein, Cresud, hein, qui vont acheter plusieurs quantités d'hectares au Brésil, surtout en nord-est brésilien, hein, pour faire la spéculation. Hein. Et quand même, le Brésil qui fait la même chose à Costa Rica, qui fait la même chose à Mozambique, en Angola et tout ça. Donc, ce sont des choses qui me viennent à la tête maintenant, à chaude quand même,
pour stimuler une conversation avec Carmen. Moi, je suis très content de partager cette table ronde avec Carmen. Bon. Faut parler? Oui. Alors. Ouais. Non, je suis d'accord avec le professeur Sergio. Et je crois que le grand problème du Brésil en face de l'histoire, c'est exactement la régularisation des terres. Non? Et j'aimais beaucoup votre présentation parce que je connais bien les travaux de Ariovaldo Bellino de Oliveira, de géographe, et professeur Eduardo Gerardi. Et ils ont fait beaucoup de cartes sur les terres qui ne sont pas régularisées au Brésil. Et elles sont très intéressantes parce que c'est la même région de l'agrobusiness. Et on peut faire un peu la comparaison. Et j'ai un peu de demande exactement comment marche la question du cadastre ambiental et les titres d'agrobusiness. Quelle législation spécifique il y a pour être que son titre sont légales? Parce qu'il y a quelques provinces au Brésil, comme Bahia, Amazônia, Pará, qui ont de spécifiques législations provinciales. Mais quelques terres sont fédérales, parce qu'il y a aussi la question de la sobreposition de législation, non? Et alors, je suis très curieux, quels sont les mécanismes légaux, exactement Harvard, comme elle possédait toutes ces terres, s'il achète, parce que aussi le professeur Ariovaldo, il a fait la recherche sur les cartoriales, les cartórios, hein? Et exactement, si on compare tous les titres enregistrés dans les cartórios, ils sont plus grands que les propres municipalités. Non? Il y a plus de terres qui existent en vérité. Et alors, exactement, je suis curieuse, comme ce titre d'agrobusiness, hein, et la législation de Bolsonaro, qui était terrible, non? Être devant la loi, devant les droits brésiliens. Parce que je ne connais pas bien sûr, la discussion aujourd'hui, mais exactement, je pose la question de s'il marche légalement ou s'il y a aussi les mêmes mécanismes de land grabbing, l'accaparement, le grillage, hein, de faux documents qui permet que cette institution internationale achète les terres au Brésil. Oui, c'est une question très intéressante parce que justement, je pense surtout à Gérard Chouquet qui est parmi nous ici à la visioconférence, qui a fait de beaux travaux, surtout en Afrique, pour penser ces processus d'enregistrement et appropriation des terres quand même. Hein. Et dans le cas de Harvard University, on a quand même un processus d'expropriation des paysans à Bahia. Hein. Bon, Harvard va faire une association avec des propriétaires des terres du Bahia et du Rio Grande do Sul, hein, des entreprises qui ont justement s'approprié de la terre qui n'était d'une façon légale. Hein. On dit en portugais la grillagem de terres. Hein. Et ont expulsé, quand même, ont brûlé
les maisons de plus de 140 paysans à l'intérieur du Bahia, à la ville de Cotegipe, si je ne me trompe pas, pour montrer une production de commodities pour l'exploitation, pour la valoriser et pour faire les paiements des actions des investisseurs aux États-Unis. Donc, la façon dont Harvard a mené et a maîtrisé ce territoire là-bas, c'est cette façon compliquée que Carmen vient de dire, cette appropriation des terres dévolues, vacantes, qui au Brésil, il y a quand même aujourd'hui, Eduardo Girardi a montré très bien pendant ses travaux aussi, une quantité énorme, énorme. Et nous sommes maintenant dans un processus de dispute quand même, numérisé ou non, pour l'appropriation du territoire. Maintenant, à partir surtout des investisseurs étrangers, dans le cas de Harvard, qui s'est approprié avec l'association au propriétaire du Bahia et après au propriétaire du Rio Grande do Sul, d'une documentation très, très compliquée. Et après, Harvard a essayé de vendre tout ça, mais ce n'est pas facile quand même. Donc, elle a fabriqué la légalisation de la propriété foncière et après, maintenant, a essayé de vendre ces propriétés-là dans les marchés traditionnels de terre. Bon, ce sont des choses très compliquées à dire et je profite pour répondre aussi à la question de Ward dans la visioconférence parce que le prix de la terre est toujours un processus. Quelle est la question qui a été posée? Ah, bon, pardon. Harvard a fait la question ici. Pendant les conflits de l'Ukraine, maintenant, il a une sécurité financière. Comment, je pense, le processus d'achat de terres maintenant. Et bon, il hausse des prix quand même à partir de cette situation nouvelle. Donc, maintenant, non, la première chose à dire, c'est que l'État brésilien ne contrôle pas, n'a pas une base de données sur les prix de la terre au Brésil. Aujourd'hui, la source plus élargie de ce processus de variation du prix de la terre, c'est une source privée qui s'appelle Institut FNP. Je dois acheter la base de données. Maintenant, avec les ressources de recherche, je viens d'acheter la base, que ça coûte quand même presque 8 000 reais. Il faut payer chaque année pour accéder à l'actualisation de la base de données. Bon, ce n'est pas public quand même. Donc, ça montre très bien qu'après, surtout la nouvelle hausse du prix des commodities, à partir de la moitié de l'année 2020, nous avons quand même une nouvelle hausse du prix de la terre. Et maintenant, avec ces conflits-là, surtout à cause des importations, par exemple, de blé, mais aussi des intrants au Brésil pour la production agricole, on va de nouveau voir une nouvelle hausse du prix du soja, du coton, surtout du maïs, du café quand même. Et cette source-là, ces sources-là, l'Institut FNP a publié quand même il y a 3-4 semaines un bulletin qui montre qu'il y a une accélération du mouvement d'achat de terres au Brésil. C'est pour ça que je viens pour répondre à la demande de Ward. Oui, il y a quand même une projection à partir de cette dimension évaluation du prix de la terre,
des achats de terres au Brésil, surtout en référence à la prospective des prix des commodities au niveau international. Merci beaucoup. Là, maintenant, je pense qu'on peut donner la parole au public. Je voulais juste signaler la présence d'Hervé Terry ici, qui a fait la gentillesse de nous prêter la carte pour la diffusion et qui... On n'écoute pas, hein, Claudia. C'est ça. Pardon. Et, Je pense qu'elle n'entend pas là, non? Ah, là, c'est fermé aussi. Excusez-moi, elle était fermée. Les deux micros étaient fermés ici. C'est compliqué de faire attention à tout. Donc, on va donner maintenant la parole au public. Donc, ceux qui sont à distance peuvent envoyer des questions que Emma va lire. Et je signalais la présence ici d'Hervé Terry, qui est un géographe brésilianiste qui connaît aussi bien cette question. Donc, on compte aussi sur sa participation dans ce débat. Et je les remercie d'être présent. Donc, première question. Pablo? Si je peux intervenir. Je pense qu'il va falloir venir ici pour les micros. Je suis désolée, hein, on n'a pas les micros opérationnels. Voilà. Si je peux juste intervenir parce que Carmen a posé un exemple très intéressant de reconnaissance par la couronne de la possession des terres par des cultivateurs. C'est-à-dire, la couronne a reconnu à un moment donné que le travail apporté sur des lopins des terres, sur des espaces des terres, pouvait servir pour reconnaître la possession de ces terres. Et ça, c'est quelque chose de très particulier parce que on voit ça, par exemple, en Galice, dans les Asturies, dans le nord du Léon. On voit rarement ça dans le monde andin, par exemple, mais là, on le voit et c'est un élément qui, disons, rajoute une source nouvelle au XVIIIe siècle à la possession de la terre. Est-ce qu'aujourd'hui, et la question s'adresse aussi à Sergio, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des espaces parmi ces terres vacantes en dispute où la loi puisse reconnaître à des possédants qui cultivent les terres le droit d'accéder à la terre et de posséder la terre rien que parce qu'ils travaillent dessus? Voilà, merci. Merci Pablo. Je pense que la question peut s'adresser aux deux. Donc, Carmen, je pense que Pablo Oui. t'avait posé d'abord la question, donc après, on peut aussi voir Oui. la réponse écouter la réponse de Serge. Il y a des études qui montrent comme l'usage de la terre dans les droits était reconnu même dans les périodes républicaines, au début du XXe siècle. Ironita Machado, qui étudie la province de Rio Grande do Sul, elle montre comme il y a les disputes sur les discours, mais exactement les preuves d'occupation, d'usage, de cultivation, ils sont préférés par les juges et par les décisions du droit. Et aujourd'hui, bien sûr que Sergio peut parler mieux, mais aujourd'hui encore, on a de uso capión. Il y a quelqu'un, je crois que c'est 20 ans pour l'immeuble urbain et 5 ans pour l'immeuble rural. Alors qu'il y a dans les droits la question de reconnaissance de l'usage de la terre. Mais, bien sûr, qu'il y a l'autre problème, qui sont les juges. Non? On a au Brésil maintenant le juge Gilmar Mendes, qui est très connu, et Gilmar Mendes est venu d'une famille très importante de Mato Grosso, qui toutes sont de grands propriétaires. Et bien sûr que quelques décisions qu'il fait dans les
Suprême Tribunal de Justice, il favorise les grands propriétaires, même contre le droit. C'est l'usage du système judiciaire, comme les familles que j'étudie dans le passé colonial faisaient aussi. Alors, mais on a oui, la reconnaissance de l'usage de la terre si les bons advogados, les bons advocats, Avocat. Pardon, mon français, il y a beaucoup de temps que je ne parle pas. Les avocats qui sont capables de convaincre le juge. Alors, je passe à Sergio. Concise, parce qu'il y a Oui, plein de d'accord. questions. Non, c'est justement ça que Carmen vient de dire, hein, parce qu'il y avait quand même la loi de uso capian, une loi des années 80, je pense, qui a été modifiée à l'année 2015, hein, et qui, bon, et justement pour la dimension rurale, il y a quand même une prévision de la reconnaissance de la propriété à partir de combien d'années, je pense que c'est, je ne sais pas si c'est 10 ans, je ne me souviens pas, mais surtout jusqu'à 50 hectares. Hein. Donc, il y a une limite de la surface qui peut être reconnue. Hein. Donc, mais ça vient de changer en 2015, mais je ne suis pas spécialiste dans la dimension droit rural, mais il y a cette possibilité que Pablo vient de dire. De Florence qui est sur les chats, là, ceux qui à distance peuvent le lire. Donc, Serge et Carmen, vous pouvez les lire. Donc, c'est une question adressée particulièrement à Sergio. Sergio, ce que tu expliques affaiblit ou renforce ce que l'on nomme traditionnellement l'agronégoce au Brésil. Je n'ai pas bien compris si nous sommes dans la continuité ou en rupture avec les pratiques plus classiques de l'appropriation. Et Gérard Chucker, Monsieur Gérard Chucker, vous pouvez prendre la parole pour allumer votre micro. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je n'ai pas de retour. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, très bien. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié les deux exposés et l'échange qui vient d'avoir lieu. Je voudrais signaler un point d'histoire comparée. Il s'est produit exactement le même problème que celui que vous venez d'expliquer en Afrique proconsulaire au IIe siècle. La colonisation de l'Afrique à l'époque romaine avait été faite à la fois par des colons, c'est-à-dire des soldats qu'on installait et qui devenaient de petits propriétaires, mais aussi par d'immenses concessions à 6 grandes familles. Ces 6 grandes familles possédaient d'immenses domaines, des latifondia, des saltus, à un point tel que l'empereur Néron, qui voulait récupérer ces terres, avait fait mettre à mort les six propriétaires de ces saltus. Et la question ne s'était pas arrêtée là, puisqu'au IIe siècle, les empereurs étaient encore en train de se battre contre ces grands propriétaires. Et à cette époque, l'empereur Hadrien a pris une loi pour autoriser les agriculteurs, les colons, qui donc quelquefois dépendaient de ces grands propriétaires, les colons qui mettraient en culture les terres abandonnées, les terres vacantes, on les appelait en termes techniques des successives, mais peu importe le détail. Donc, les colons qui mettraient ces terres comment dire, en culture, qui planteraient des vignes ou des oliviers ou qui feraient des céréales, obtenait un usage, une espèce d'usage perpétuel de la terre par la loi. Et
l'empereur ordonnait à ses procurateurs, c'est-à-dire à ses agents sur place, de permettre à ces colons d'occuper ces terres, de les mettre en valeur, y compris contre l'avis des grands propriétaires qui pouvaient bloquer, qui pouvaient interdire, qui pouvaient essayer de continuer à contrôler. Donc ce phénomène, comment dire, cette compétition entre un pouvoir lointain, un pouvoir central, mais lointain, qui a beaucoup de mal à gérer, et puis de puissants appelons-les seigneurs féodaux, princes, comme vous voulez, peu importe, les noms changent avec les époques, eh bien, ce phénomène-là est un phénomène important. Ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est que actuellement, notre difficulté dans l'usage de l'histoire par rapport au phénomène du land grabbing, c'est d'arriver à dire ce qu'il peut y avoir de commun avec des épisodes historiques qui se sont passés. Par exemple, est-ce que le land grabbing peut s'apparenter aux colonies de propriétaires qu'on connaît en Amérique du Nord, aux Sesmaria qu'on connaît au Brésil, aux Prazo da Coroa qu'on connaît au Mozambique, etc., etc. Ou bien est-ce qu'il y a des éléments spécifiques qui font que l'analyse du phénomène peut s'enrichir de faits historiques, mais en même temps doit prendre de la distance parce qu'il y a, c'est évident que ce sont les aspects de financiarisation que Sergio a très bien expliqué tout à l'heure, que ce sont ces éléments de financiarisation qui sont la donnée nouvelle. Il n'y avait rien de comparable. Certes, il y avait déjà de la mondialisation, certes, il y avait déjà des mouvements financiers considérables, mais rien de comparable à la financiarisation. Puisque j'ai la parole, je me permets juste de poser une question à Sergio concernant le Brésil. Les exemples que les cartes que vous produisez, Sergio et d'autres chercheurs qui travaillent sur le Brésil, montrent que très souvent, le phénomène de financiarisation et de capitalisation concerne les régions de l'Est ou du Sud du Brésil. Que se passe-t-il dans l'Ouest ? Est-ce que dans les fronts de colonisation importants, comme par exemple dans l'État de Rondônia, est-ce qu'il y a déjà des phénomènes d'accaparement ou bien est-ce que ça veut dire que pour l'instant c'est le début de la colonisation et que ces États deviendront en quelque sorte les accaparements de demain ? Merci de m'avoir écouté. Merci pour la question. On prend une autre question et après Sergio et Carmen répondent aux dernières, peut-être. Peut-être, ouais, parce que là, on a plus que 15 minutes. Bonjour à tous et merci à Sergio et à Carmen pour ces intéressants exposés. Moi, j'ai appris des choses sur les Sesmaria. Je m'étais toujours demandé ce que c'était au Brésil. Et puis, sur la financiarisation, il y avait beaucoup de données intéressantes et nouvelles aussi. Donc, c'est très, très intéressant. Maintenant, je me pose quand même des questions, en particulier, un des points communs entre vos deux exposés, c'est qu'on n'entend jamais parler des travailleurs. Et ça, je trouve que c'est quand même un vrai problème. Toute la conquête du Brésil, ça a quand même été, comme l'ensemble de la conquête de l'Amérique latine, un processus qui a coûté des dizaines de millions de vies humaines, de manière directe ou indirecte, parce que la population globale du continent, elle a été diminuée de 90% en l'espace de 50 ans à peu près, si je me souviens bien, ou 100 ans. Donc, c'est absolument catastrophique. Et donc, ce qu'on entend dans vos travaux, là, on a l'impression que tout ça, ça se fait en fait sur la base de phénomènes qui sont décidés soit par la finance mondiale, soit par la couronne du Portugal, mais dans la pratique, c'est le massacre de millions de personnes. Et puis, dans la partie actuelle, aujourd'hui, c'est aussi, j'ai été un petit peu étonné par la fin, en disant qu'il fallait quand même reconnaître un droit des paysans et des indigènes. Et donc ça pose aussi la question du droit. Et donc là, il y a justement 2 ans, un des collaborateurs les plus importants et des inspirateurs de notre travail au niveau de l'association Acter, Étienne Leroy, est décédé. Et il avait largement construit toute sa construction théorique sur l'importance de reconnaître que le droit n'était pas seulement fait par les États, mais qu'il était aussi fait par les populations, par les gens à la base, à différents niveaux.
hein, et donc c'était la conception du pluralisme juridique. Hein. Donc finalement, que ce soit légal ou pas, ce n'est pas très important si on est puissant et qu'on peut imposer sa propre vision des choses. Hein, et c'est un petit peu ce qu'on a vu donc à la fois dans l'histoire ancienne et puis dans l'histoire d'aujourd'hui. Donc je voudrais juste revenir et poser une question à Sergio sur la conception de la valeur. Hein. Qu'est-ce qui fait que tu nous dis que beaucoup des terres sont très valorisées? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont valorisées? D'où ça vient la valeur de la terre? Tu as cité Marx, tu as cité Polanyi. Hein, et donc, en fait, finalement, dans la théorie de Marx, c'est le travail qui produit de la valeur. Et il y a également une reconnaissance qu'il y a des dons de la nature qui existent, des richesses naturelles. Et donc ça, c'est ça qui se transforme en rente, quelque part. Donc finalement, moi, je suis un peu étonné par le fait qu'on est un peu piégé par tous les mots qu'on emploie. Hein, les investisseurs, on a fait de longs débats au niveau d'Acter, on a même écrit ça dans des documents de l'AFD, en disant que finalement, l'investissement, c'était souvent du vol, presque toujours du vol, et que les vrais investissements, c'était l'investissement des travailleurs et des paysans. Hein, de même, au niveau de la propriété, ça, c'est tout un travail aussi qui a été beaucoup fait. La propriété, au moment où le Brésil a été conquis, ça n'existait pas en tant que propriété, le sens qu'on comprend aujourd'hui du mot propriété. Hein, la propriété actuelle, elle vient de la Révolution française, où on a d'ailleurs institué cette question de l'usucapion. Hein, pratiquement, on a repris ça. Et c'est le fait que tous les droits appartiennent à une seule personne, ce qui n'est jamais le cas. Alors qu'aujourd'hui, on a vraiment une vraie réflexion sur le fait qu'il doit y avoir des droits qui appartiennent à des individus, à des personnes, des droits qui appartiennent à des collectivités aux différents niveaux, hein, et des droits qui appartiennent à l'ensemble, à des États, et des droits qui appartiennent à l'ensemble de la communauté mondiale, quelque part. Donc cette idée de commun est également extrêmement importante, et de droits qui ne sont pas absolus et qui sont finalement gérés par des rapports de force et pas par des législations. Merci beaucoup. Alors, on a que 10 minutes. Est-ce que quelqu'un veut faire une dernière petite question? Non? Commentaire? Toi, tu avais une question? Ah, pardon. Il y a une autre question. Alors, 2 questions pour Carmen Alvear. Comment travailler en termes théoriques et pratiques, la différence entre les cartes de Sesmarias requises sur place et celles qui ont été confirmées par la couronne, et comment reconnaître les limites territoriales de Sesmarias en raison des autochtones et de leur présence en face aux sesmeiros, aux propriétés, et de leur pression dans les sertons. Oui, c'est une très longue question. Hein? Alors, c'est un étudiant, Vinicius Maluli, qui travaille aussi sur la formation territoriale de une partie intérieure du Brésil. Voilà, donc oui, il y a certains détails de la question de la concession de Sesmarias qu'il voulait éclaircir. Alors, Carmen, tu as la parole, et ensuite, Serge pourrait répondre peut-être aux dernières questions. Oui. Sur la question du professeur, Sesmarias sont les propriétés conditionnelles par l'usage. Si les personnes ne cultivent pas, la couronne pourrait donner à quelque autre. Et exactement pour répondre à Vinicius, la différence entre les Sesmarias qui sont donnés dans la place par les gouverneurs, il doit être confirmé par les rois à Lisbonne après 3 ans ou 5 ans. Et ça signifie que la législation était accomplie, mais toujours il y a le problème de l'usage. Si la terre n'est pas cultivée, même si la Sesmaria était confirmée à Lisbonne, il avait la possibilité que le titre de Sesmaria pourrait être annulé. Hein? Alors, c'est la différence. Et aussi, je remarque que je crois qu'ils sont comme 16 000 cartes de charte de Sesmarias données ici au Brésil, mais seulement 4 000 sont confirmés à Lisbonne. Il montre le grand problème de la régularisation de terres, parce que presque personne a confirmé à Lisbonne. Et alors, sur les travailleurs, parce que je travaille plus avec les argumentations juridiques
dans les enquêtes et dans les processus quand je trouve un processus judiciaire. Et exactement, je ne travaille pas seulement avec le droit formel. Je travaille aussi l'idée de pluralisme juridique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la multinormativité. Hein? Max Planck Institute, il fait beaucoup la discussion exactement pour observer les arguments de la minorité, comme les cultivateurs que j'étudie, mais aussi les Indiens. J'ai un autre travail, une autre étude que je fais avec tous les arguments des indigènes pour demander les chartes de Cismaria spécifiques. Alors, la deuxième question de Vinicius est très difficile, bien sûr, c'est pratiquement impossible. Et on peut observer dans les chartes de Cismaria qu'il avait, bien sûr, l'usurpation de terres indigènes, mais encore que les indigènes aussi demandent des chartes de Cismaria pour les rois, et ils donnaient les chartes de Cismaria. Alors, je crois que c'est tout, Claudia. Et merci beaucoup les questions. Je rajoute simplement que la non-confirmation était souvent liée au fait, à l'impossibilité ou la difficulté de faire la délimitation, le bornage judiciaire. Ça, c'est y compris dans le cas d'espaces urbains, de ces mariés donnés aux municipalités et qui constituaient d'ailleurs les communs des villages. Il y avait souvent, enfin presque toujours, ce problème de légitimité de la municipalité parce qu'il était difficile d'avoir des délimitations juridiques sans contestation des propriétaires d'autres sesmarias autour. Donc, c'est là aussi où l'urbain et le rural se rejoignent. Serge, pour les dernières réponses. Bon, il y a quand même une question de Florence Panton, que je vais répondre ici, qui avait demandé si les agrobusiness au Brésil, à ce moment-là, c'est un processus de renforcement ou non, et l'appropriation des terres. Oui, j'ai répondu oui, il y a quand même un processus de renforcement, de très renforcement, en particulier sous le gouvernement Bolsonaro, surtout à cause de l'expansion des zones de production agricole et aussi la production, par exemple, du fer, des autres, des extractivismes du sous-sol, par exemple, dans les zones protégées, dans le domaine environnemental, mais aussi dans le domaine des réserves indigènes, quand même. Bolsonaro vient de dire maintenant que la production de potasse pour éviter l'importation des organes implique nécessairement des exploitations dans les terres indigènes. Ce n'est pas vrai quand même, mais il faut dire ça, qu'il y a un renforcement à cause d'une direction très bien montée au-dedans du ministère de l'Agriculture et l'Élevage au Brésil, qui mettent dans la direction des affaires foncières les ex-dirigeants de l'extrême droite rurale brésilienne. Donc, c'est ce type-là qui va régler maintenant les dispositifs des instruments d'appropriation du territoire au milieu rural dans les domaines officiels, dans les domaines du gouvernement. Donc, il y a quand même un renforcement, il y a quand même des conflits, parce que, par exemple, l'expansion de la production du soja au Mato Grosso, à partir de la famille, par exemple, Blairo Maggi, ex-gouverneur de l'État, ex-ministre, tout ça, a justement une position très contradictoire, très conflictive avec les investissements étrangers, parce qu'il y a quand même une dispute des espaces, une dispute territoriale. Bon, pour répondre à Gérard, oui, l'Ouest, Mato Grosso, par exemple, est, depuis les années 80, à partir d'une diaspora de gauchos, ça veut dire des gens qui habitent au Rio Grande do Sul, Santa Catarina et Paraná, est quand même
un espace d'élargissement de l'appropriation des terres pour la production, en particulier du soja, maintenant du coton et maintenant des cannes à sucre aussi, mais surtout du soja dans les années 80-90. Hein. Mato Grosso devient les principales provinces qui va produire du soja au Brésil. Hein. Donc, ça vient quand même d'une expansion pour la région du Pará, de l'État de l'Amazon, de l'Amazonas et aussi Rondônia. Hein. Des données de valorisation du prix de la terre montrent bien, par exemple, que la région de Humaitá, à Amazonas, au sud de l'État d'Amazonas, la terre a valorisé quand même 780% dans la même période que j'ai montré dans les graphiques là. Donc, il y a quand même une valorisation, une expansion de la production, surtout du soja, mais aussi des autres productions quand même agricoles et de l'élevage, hein, mais aussi de l'extraction dans le domaine de l'expansion de la production du bois. Hein. Dans quelques régions du Pará, Amazon, ça veut dire, par exemple, que la dimension de la déforestation est complètement absurde aujourd'hui depuis 3-4 années là. Hein. Donc, et pour Michel, oui, on a parlé des travailleurs, Michel. Hein. On a parlé des paysans, on a parlé des indigènes, on a parlé des gens qui ont été expropriés par l'expansion de l'agrobusiness. Hein. On a parlé quand même de ces processus d'expropriation de la force de travail qui fait l'expansion de l'agrobusiness. Ça veut dire que ce n'est pas un dieu ex machina, hein, qui fait mouvementer tout ça. Donc, je voudrais ajouter ton commentaire qu'il faut penser quand même des nouvelles dimensions du conflit foncier là-bas. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé du conflit quand même, il n'y a pas de temps, mais je peux montrer les données de la Commission pastorale de la terre qui ces chiffres du conflit ont augmenté beaucoup depuis 2015-16. Hein. Mais ce n'est pas seulement la dimension terre, mais aussi de l'eau. Une dispute pour l'accès à l'eau, surtout dans la région du nord-est brésilien, ça veut dire la région du biome semi-aride. Hein. On appelle là-bas Caatinga quand même. Hein. Mato Grosso aussi, on a une dispute parce que la plupart de ces productions agricoles basées au nord-est est tout à fait basée en une dimension d'irrigation, dont l'accès à les bassins hydriques, c'est quelque chose de stratégique pour la production du soja, par exemple. Donc, c'est pour ça que je voudrais acheter, il y a quand même une dimension d'exploitation de la force de travail. Et ça, à partir de ton commentaire, je pense que c'est intéressant pour penser au-delà de David Harvey, pour penser à Nancy Fraser, hein, qui va travailler surtout sa dimension, pas accumulation par dispossession de la terre, mais aussi accumulation par l'exploitation du travail. Hein, et comment ça change les modèles d'expansion agricole, par exemple. Hein. Et sur la dimension du droit, je suis tout à fait d'accord avec toi et avec Étienne, bien sûr, hein, et on peut penser quand même à Elinor Ostrom, hein, pour discuter un petit peu, ça veut dire quoi les biens communs, hein, et comment on peut construire des dimensions, des analyses quand même, des dispositifs, des instruments légaux pour faire une réflexion un petit peu plus précise sur sa dimension droit à la terre. Aujourd'hui, je suis basé complètement dans la dimension officielle, normale, hein, la dimension légale aujourd'hui qui règle un petit peu ces mouvements d'expansion de la production agricole et de l'appropriation de la terre. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi qu'on peut penser les nouvelles dispositions là. C'est pour ça que ça me semble très intéressant le travail des géographes quand même, hein, et des anthropologues
pour faire la nouvelle cartographie sociale. Hein. Il y avait quand même des travaux très bien faits du personnel de géographie à São Paulo, à l'UNESP quand même, mais il y a quand même les travaux des anthropologues comme Alfredo Wagner, Berno de Almeida, à l'Amazonie, hein, qui mettent les paysans quand même, hein, les geraizeiros, les extrativistas, tout ça, pour construire une nouvelle cartographie qui demande une nouvelle disposition légale pour faire la sécurité juridique de la possession de la terre là-bas. Bon, tout court, mais bon, c'est ça. Merci beaucoup. Juste une petit commentaire par rapport à cette question. Micro. Un petit commentaire faire un peu le pont entre cette période et je crois que il y a eu des lois dans le passé et aujourd'hui qui pourraient protéger ces paysans, mais c'est aussi la question de l'accès à la justice. Et quand on regarde nos sources, là, Carmen a cité des pétitions. Les colons, ils avaient droit à des pétitions directement au roi et le roi pouvait décider. Après, il faut voir un Carmen, dans toutes ces 16 mariées annulées, etc. On a donc quelques évidences que ces cultivateurs ont pu garder la terre, effectivement, mais il y a eu aussi beaucoup de, je pense, de suspensions et des annulations des 16 mariées qui n'ont pas eu de fait et les gens sont restés sur la terre quand même. Mais c'est tous ces mécanismes d'accès à la justice, à l'autorité et les sanctions qui sont prévues mais qui ne sont pas appliquées, ça c'est une continuité aussi entre les deux périodes. Donc, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose pour Pablo. Oui, pour finir. Donc, parce que là, comme on a dit, c'est une première conférence du cycle. Je donne la place. Non, mais juste remercier Claudia, remercier Sergio, Carmen, Emma, qui a beaucoup travaillé aussi pour tout ce qui concerne la partie technique, Michel également. Notre prochaine table ronde sur l'Angradine et histoire coloniale, histoire du foncier colonial, portera sur l'Algérie et ça sera au mois d'avril. Si vous voulez avoir des informations, vous pouvez nous contacter pour suivre également cette prochaine table ronde. Merci beaucoup encore à vous tous. Merci beaucoup. On doit couper brusquement parce qu'on est dans une salle qui va être occupée par un autre séminaire. Donc, merci infiniment à tout le monde. Merci Carmen et à bientôt. Au revoir.